Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rester fidèles pour un nouveau forum. Il dit avoir un plan pour l'alternance au Togo en 2020 dans le contexte, dans le sillage de la nouvelle vision qu'il souhaitait incarner dans le giron politique de son pays. Il est notre invité cette semaine. Il est aussi candidat à la présidentielle de 2020. Aubin Kodjovi Atnaton est au plateau. Bonjour. Bonjour Gilles. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à la jeunesse togolaise, bonjour à nos mamans dans les marchés partout au Togo, bonjour à la diaspora, et bonjour à mes aînés politiques et bonjour à toute la nation togolaise. Docteur Ton, vous êtes titulaire d'un doctorat en leadership et administration. Vous avez également un master en technologie de l'information après votre maîtrise en économie à l'université de Lomé. Et vous avez été révélé au Togo, surtout peu après les années 2020, avec l'ONG Togolese Foundation. Vous présidez depuis 2017 le mouvement Nouvelle Vision et vous êtes lancé en politique et avec votre candidature pour la présidentielle de 2020. Oui, bien sûr. Je crois que vous êtes en train de dire après 2010, parce que vous avez dit après 2020. Parce qu'après 2020, je serai révélé comme le chef de l'État du Togo. Donc, oui, j'ai commencé à m'investir dans la jeunesse togolaise et dans ma génération depuis 2009, ici au Togo, à travers ma fondation Togolese Foundation, et avec la même vision de voir mon pays évoluer, de participer à l'éclosion de la jeunesse togolaise. Depuis longtemps, j'ai cru en la capacité, en la compétence des Togolais et j'ai commencé à jouer mon rôle, à jouer ma partition en participant activement à l'éclosion de cette jeunesse. Donc, nous avions fait des actions ici au Togo dans plusieurs domaines, actions sanctionnées par des implications de la diaspora également, jusqu'en 2016 où nous avions, après une évaluation, constaté quand même qu'on a besoin d'un outil plus important qu'une ONG. Et c'est suite à cette analyse que l'engagement politique a eu sa raison d'être. Donc nous avions compris quand même qu'au Togo, on a besoin d'une nouvelle émergence, de l'émergence d'un nouveau leadership qui viendra rassembler toutes les forces de la nation autour d'un programme idéal, un programme qui donnera solution à notre génération. J'ai toujours dit, quand on parle de solutions, il faudrait quand même identifier proprement ce que nous avions ou ce que nous identifions comme problème. Parce que le problème au Togo, des fois, c'est que nous nous trompons de lutte. Nous n'avons pas une réelle identification de ce qu'est le besoin de notre peuple. Parce qu'entre-temps, je me rappelle, je crois que c'était dans les médias, sur les plateaux, où on avait discuté, les gens pensaient quand même que le problème du Togo, la finalité, au fait, c'est l'alternance. Et j'avais dit depuis lors que l'alternance n'était qu'un passage, que la réalité, ce que recherche notre peuple, ce que recherche la jeunesse togolaise, c'est de vivre sur un territoire qui leur inspire confiance et sécurité, qui leur permet de manger aujourd'hui et demain, et qui leur encourage, qui encourage sa jeunesse non seulement à rêver, mais aussi de réaliser leurs rêves. Donc c'est ce problème identifié auquel j'apporte solution qui me lance dans cet engagement politique où je dois être, je me vois impliqué à devenir le leader de cette jeunesse, cette génération, pour trouver solution à ce problème identifié. Oui, donc voilà un peu... Oui. Est-ce qu'on ne peut pas apporter solution au problème que vous soulevez sans être président de la République? Et justement, j'ai expliqué que je ne suis pas resté bras croisés pour dire que j'ai besoin de cela avant de m'investir. J'ai commencé depuis le 2009, comme je viens de le dire, à travers une ONG. Qu'est-ce qui vous pousse Arrivé à un moment, oui, justement, arrivé à un moment, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que les efforts des ONG ou des citoyens ont un plafond. Et ce plafond est imposé par la situation, la nature de la politique que nous vivons au Togo. Justement, la nature est définie comme la cohabitation de deux blocs politiques. Un bloc qui a le pouvoir dans une dynamique de maintien, l'autre qui recherche le pouvoir à tout prix. Ce qui est normal en politique. Ce qui est normal, bien sûr, mais ce qui est particulier, c'est pour le maintenir. Justement, ce qui est particulier dans le cas togolais, c'est que la relation qui lie les deux blocs n'est pas une relation politique.
Parce que la relation politique, normalement, permet au pays d'évoluer. Mais c'est une relation basée sur la vengeance, sur la violence, sur la haine, au point où ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne voient pas, ou bien voient en ce qu'on appelle l'alternance, une arme contre leur personne. Mais si vous voulez, on va l'aborder largement dans la seconde partie de notre émission. Mais moi, je veux comprendre spécifiquement ce qui vous a poussé à franchir le cap, à vouloir être président de la République. C'est parce que j'ai un programme national. C'est une décision grave quand même. Grave, quand même. Peut-être importante. Mais ce qui a justifié le truc, c'est que j'ai un programme national qui pourra permettre aux Togolais de s'épanouir. Mais ce programme national ne peut être mis en application que par un État. Alors que nous avons un État aujourd'hui qui est dans une dynamique coincé par la politique, la coexistence des politiciens qui ne s'engagent pas au fait sur un terrain politique qui permettra au pays d'évoluer. Donc ce qui fait que j'ai naturellement besoin de cet outil pour mettre sur pied ce programme national. Donc c'est ce qui fait que j'ai toujours dit que la magistrature suprême n'est pas pour moi la finalité, mais c'est l'outil dont j'ai besoin pour établir le programme national que j'ai, qui permettra à ces milliers de Togolais un peu partout, qui ont des diplômes, des compétences, de trouver affaire, à ces entrepreneurs, de trouver à alimenter leurs entreprises, à nos mamans, à nos parents, de pouvoir avoir de quoi manger tous les jours. Est-ce que tous les bons politiciens servent sur les plateaux, dans les meetings, à l'approche des élections? Je crois qu'il y a une différence entre parler et agir, naturellement, mais nous ne nous trompons pas. On dit en vernaculaire que Bok et la vie d'ici à son numéro. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse togolaise évalue beaucoup et ils ont vu les actions que j'ai commencé à poser depuis longtemps. Et à juste titre, je dirais que même dans cet engagement d'aller à la présidentielle de 2020, je n'attends pas le pouvoir pour continuer à agir, à apporter mon expertise au soutien de ma génération. Je fais référence, par exemple, aux ateliers de formation et d'entretien que j'ai eu dernièrement avec les étudiants togolais, les nouveaux bacheliers, ateliers au cours desquels nous avions pu partager des bourses d'une valeur de 36,5 millions à Lomé et à Kara. Je fais référence aux activités comme celle qui m'a poussé à faire venir des experts pour former nos agriculteurs en Ouantien. Je fais référence à ces genres de formations que je donne aux jeunes Togolais pour le changement, pour le développement personnel. Donc, même engagé dans la lutte, je continue par agir. Donc, il ne faut pas voir en mon engagement comme la course à un fauteuil présidentiel. Non, mais la magistrature suprême, le fauteuil présidentiel aujourd'hui s'impose à moi comme l'outil principal dont j'ai besoin pour arriver à destination. Mais depuis là, vous n'étiez pas visible en politique. Vous l'avez dit, votre mouvement a été créé en 2017. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un handicap sérieux? Non, je ne pense pas. Je pense que ce qui est plus important aujourd'hui, c'est d'avoir un programme qui rassure les Togolais. Un programme qui rassure tous les acteurs impliqués dans la crise togolaise, surtout les 6 acteurs que nous avons toujours identifiés, le régime, les leaders de l'opposition, le peuple, la diaspora, les multinationales et la communauté internationale. Donc je pense quand même que quand vous avez un programme qui rassure, un programme qui pourra reconstituer le tissu social tellement déchiré, un programme qui pourra restaurer l'espoir de notre génération, qui pourra rassurer la diaspora à revenir investir, qui pourra rassurer ces investisseurs qui gravitent autour du Togo à croire à un lendemain meilleur. Un programme, franchement, qui nous permet d'aller à une alternance productive. Je pense que c'est l'essentiel pour que le Togolais croit, agissent et soutiennent cet engouement pour en faire une réalité, pour la création du Togo de rêve. En attendant votre élection, peut-être, c'est la pré-campagne dans votre pays, le Togo. L'actualité marquante, surtout au sein de l'opposition, c'est cette initiative d'un prélat, Monseigneur Philippe Fanoko Pojro, qui rencontre les leaders de l'opposition pour tenter de recoller les morceaux. Samedi 21 décembre 2019, Monseigneur Pojro était chez vous à domicile. Oui. Est-ce que vous avez été surpris de cette visite? Je ne dirais pas que je suis surpris, mais je dirais que je suis honoré. J'ai été honoré, j'en suis toujours honoré d'avoir une telle personnalité chez moi à la maison. Surpris, pas tellement, mais quelque part, je me suis dit que franchement, c'est de la peine que ce prélat a pris, malgré son âge avancé, de pouvoir, en ce moment encore, se promener
vers les leaders politiques pour parler d'un problème que nous pourrons résoudre lorsque nous sommes à table de négociation et nous portons le pays à cœur. Oui, c'est vraiment un fardeau pour cet homme à son âge de se déplacer à chaque fois pour parler de quoi ? Pour parler du fait que nous devons tous nous unir pour évoluer, pour faire avancer notre pays. Donc, je passe par le biais de la télé pour remercier ce père pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire et pour son désir pour notre pays. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, Dr Ton? Non, il a parlé d'abord, nous avons parlé de deux sujets essentiels. Le premier, c'était le cadre institutionnel qu'il a créé par rapport à l'initiative de concilier les forces démocratiques pour s'assurer d'une alternance. Et au secondo, la possibilité d'une candidature unique. Donc, c'est les deux sujets qui ont été abordés au cours de notre rencontre qui a duré à peu près 1 heure de temps. Donc, dans votre communiqué de presse qui relate les faits, vous n'avez pas situé votre position par rapport au message que le prélat vous a apporté. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Non, au niveau du premier cas, c'est-à-dire au niveau du cadre institutionnel qu'il a créé, je l'appelle institutionnel par rapport à lui et à ses objectifs, nous avons exprimé nos remarques par rapport à certaines attitudes et stratégies de travail. Parce que pour nous, il est bon de se rassembler, mais il est mieux d'être unis. J'ai participé à plusieurs séances de travail déjà avec mes aînés politiques. Mais dommage qu'à des moments donnés, je reconnais ou bien je vois que nous faisons la même chose de la même manière, mais nous espérons avoir des résultats différents alors que les conditions sont les mêmes. Si déjà nous voulons nous unir et l'union se porte évoluons sur le minimum sur lequel nous nous sommes compris, alors que pour moi, non, nous devons définir la finalité, que chacun de nous puisse être en accord sur la finalité. Où allons-nous? C'est de là que nous devons commencer afin de savoir comment nous allons arriver là-bas. Mais si nous nous sommes rassemblés et que certains ont pour finalité de monter à échelon et devenir des grands partis de l'opposition, d'autres ont pour finalité de maintenir leur position en tant que membres de l'opposition. D'autres ailleurs sont là parce qu'ils sont là et d'autres sont là pour la nation. Donc vous avez un groupe dans lequel les finalités sont différentes. Donc je crois qu'il est important de travailler sur la manière dont nous devons nous engager afin que ce que nous portions comme élément, comme essence, porte fruit. Parce que ce n'est pas la première fois que nous avions vécu des coalitions au Togo. Et la question est de savoir qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, ces coalitions sont éclatées à la fin. Et là, hier, je lui ai parlé du fait que je n'ai pas été content du voir, par exemple, que nous avions entrepris une démarche. Et suite à cette démarche, nous avons envoyé un courrier pour demander un dialogue avec le régime. Nous n'avons pas encore reçu de retour et au même moment, dans la presse, j'apprenais que certains aînés parmi nous ont été invités par le régime pour discuter. Alors que nous avions déjà entamé quelque chose ensemble, mais je n'ai pas compris. Donc j'ai exprimé vraiment mon désavouement à ce que les choses se passent comme ça. Non, nous sommes dans une coalition, dans un rassemblement pour un travail donné. Donc si certains parmi nous ont été invités par le régime pour discuter, pourquoi c'est à la télé ou bien pourquoi c'est dans les presses que nous devons le savoir. Donc quand nous ne définissons pas les règles du jeu, nous allons nous rassembler seulement pour nous rassembler et ça ne portera aucun fruit. Au deuxième sujet, concernant la possibilité de la candidature unique, moi j'ai été clair depuis le premier jour où il m'avait invité chez lui par rapport aux démarches nous conduisant à une alternance productive. Se concerter, c'est parfait. S'unir, c'est bien. Mais existe déjà. Bon, maintenant, ce qui est important, c'est que quand nous voulons parler d'une candidature unique, il est important de définir le profil de ce candidat.
C'est foncièrement ce qui est plus important. Et maintenant, quand le profil est dressé, nous allons rechercher celui-là parmi les candidats qui va remplir les conditions du profil. Parce que même à la présidence... Et qui va définir ce profil, selon quels critères? Parce que ça va tomber dans la subjectivité. Non, pas du tout. Sur quelle base ces critères peuvent être sélectionnés? C'est très simple. Hein. C'est comme si quelqu'un me dit aujourd'hui que nous avons besoin d'un enseignant. C'est trop vague. Si nous avons besoin d'un enseignant, il faudrait le dire, bon, nous avons besoin d'un enseignant d'histoire géo ou de mathématiques que vous avez été. Qui va enseigner de tel cours et tel cours et tel cours, qui doit être peut-être un noir ou un blanc par rapport à la démographie ou bien par rapport à la réalité, et il doit être un homme ou bien une femme. Tout ça là, c'est ce qu'on appelle la définition du profil. Et maintenant, après, recherchons celui-là qui a ses qualités afin que celui qu'on va porter là-bas soit d'abord à l'unanimité, celui qui est accepté par tous, et également celui qui donnera solution à ce que nous sommes en train de faire. Mais la difficulté, c'est que chacun a son profil et verse ce profil dans la marmite de l'opposition. C'est ce qui pose problème. Chacun croit avoir le meilleur profil. C'est pourquoi il est important, quand on s'unit pour faire quelque chose, il faudrait définir le profil commun. C'est autour de ce travail que Nouvelle Vision pourra s'aligner. Parce que nous ne pourrons pas être dans un groupe où on nous dira, par exemple, nous avons quelqu'un qui connaît le régime ou bien qui a travaillé longtemps avec le régime, quelqu'un qui a un carnet d'adresses, quelqu'un qui est vieux dans la politique. Mais si nous avions de tels genres de personnes, parce que je parle de cela parce que c'est ce qui m'a été dit une fois dans l'entretien avec Monseigneur. Mais si ces personnes connaissaient le régime avaient tant de carnets d'adresses, et je vois toujours ces milliers de jeunes dans la rue en train de trimballer avec leurs compétences et leurs diplômes, ces mamans dans les marchés revenant sans faire de chiffre d'affaires, ces entrepreneurs un peu partout, la condition des jeunes dans ce pays. Alors je dis que ce n'est pas de ce profil-là dont on a besoin. Il faut voir le combat que nous avons devant nous. Définissons le profil, parce que même la Constitution définit le profil d'un président. Tu dois être un Togolais, tu dois vivre sur le territoire pendant tel nombre d'années, tu dois avoir au moins 35 ans. C'est-à-dire, ça commence par là. Alors que ce que je ressens, ce que je vois, c'est comme si on nous impose quelqu'un parce que peut-être quelqu'un pense que voilà. Alors que la Nouvelle Vision tire sa source du fait même que nos aînés politiques sont engagés dans un combat où la position, la nature de la relation ne permet pas l'évolution, le développement de notre pays. Donc vous pensez que les efforts de Monseigneur Pedro ne vont pas donner des résultats probants? Non, je ne peux pas être si pessimiste sur le sujet, parce que hier, quand j'ai parlé de cela, il m'avait rassuré que le profil n'est pas encore défini. Que ce que nous apprenons, par exemple, dans les médias et autres, par rapport à certains noms, que ce sont ce que des gens disent. Mais c'est aujourd'hui, après la célébration de la messe, parce qu'il fête les 60 ans de sa vie sacerdotale aujourd'hui, que nous allons nous asseoir pour parler de ce profil. Parce que si cette démarche s'aligne avec l'objectivité de répondre aux besoins de ce peuple, nous allons nous aligner. Donc, j'ose croire quand même que le Père a un bon désir. Le désir, c'est de voir ce peuple évoluer. Maintenant, autour de lui, est-ce que nous, ses enfants, nous, les leaders de l'opposition, nous mettons tout en œuvre pour que le désir de Monseigneur Pedro de voir ce peuple évoluer se concrétise? C'est là le problème, parce que, comme vous l'aviez dit, si chacun se croit qu'il a le meilleur profil et que nous ne pourrons pas trouver le profil résultant qui va résoudre le problème, alors pourquoi s'unir? C'est pourquoi Nouvelle Vision, depuis un certain moment, nous nous sommes engagés, nous sommes sur les terrains avec la jeunesse, nous partageons le concret de la vision avec le peuple togolais, nous rassurons les jeunes togolais, nous rassurons les acteurs politiques un peu partout dans les B2B, nous rassurons les multinationales que nous sommes ceux qui ont vraiment les compétences, les aptitudes, et ceux qui comprennent, ceux en qui le peuple peuvent s'identifier pour qu'on puisse trouver solution, pour qu'on puisse aller à une alternance vraiment démocratique, pacifique et productive. Mais justement, est-ce que les choses, comment on dit, la tâche de Monseigneur Pedro n'est pas
n'a pas été compliqué par la posture de certains leaders comme vous, parce que vous vous êtes déclaré candidat depuis plusieurs mois. Vous êtes sur le terrain dans beaucoup d'activités. C'est-à-dire que pour vous, vous êtes candidat déjà. Est-ce que vous pouvez faire encore marche arrière? Non, je pense quand même que la tâche de Monseigneur se comprend seulement par son désir de voir les acteurs s'unir pour s'assurer de la réussite ou de l'évolution de notre pays. Voilà sa tâche. Donc vous ne croyez pas à l'efficacité de la candidature unique de l'opposition? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est une condition sine qua non pour réaliser l'alternance en 2020? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je crois que c'est important d'avoir une candidature concertée, c'est-à-dire de s'unir sur les stratégies. Mais les stratégies peuvent définir en fin de compte peut-être une triple candidature où on aura à sélectionner des régions, à sélectionner des candidats pour un premier tour, parce que nous avons une élection en 2 tours, et maintenant mettre les stratégies en place pour qu'au second tour, on puisse s'assurer de la réussite. Maintenant, également, les conditions, les travaux peuvent conduire à une candidature unique. Donc j'ai toujours dit que la nature de la candidature n'est pas le problème, mais c'est de mettre les stratégies appropriées pour faire du choix de la candidature une réussite. Oui, on peut faire une candidature unique, mais quelle stratégie, en voyant le temps, en voyant les ressources dont nous disposons, nous pourrons mettre en œuvre et les réalités du terrain. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ce que moi je recommande quand même, peu importe la nature, c'est que la classe politique de l'opposition puisse être en concertation. Est-ce que c'est possible à la lumière des discussions auxquelles vous avez assisté dans le cadre de l'initiative Monseigneur Pogereau? Est-ce que vous n'êtes pas trop ennemis pour vouloir travailler ensemble? Oui, je crois vraiment qu'il y a un problème fondamental dans la classe politique togolaise, surtout de l'opposition. C'est pourquoi même vous allez voir dans notre proposition du plan d'alternance que nous devons arriver finalement à faire, à reformater même la classe politique de l'opposition après avoir pris le pouvoir en 2020. Est-ce qu'il y a les fondamentaux des participants ou bien des leaders politiques de l'opposition ne sont pas les mêmes. C'est difficile des fois quand vous êtes en train de travailler avec vos aînés qui pensent que ce que vous proposez a été déjà proposé par eux depuis plusieurs années, que vous devez vous aligner derrière eux. C'est difficile de voir si les gens ne prennent pas le temps d'étudier ce que vous amenez et veulent toujours... ils sont à la recherche de l'alternance sans pour autant se donner chance à l'alternance autour d'eux-mêmes. C'est difficile de travailler avec eux, mais ce n'est pas impossible parce que je ne serai pas seulement le président des autres, je serai le président de tout le monde. Donc j'ai besoin que le travail que nous avions entamé puisse aller aussi les convaincre. Donc tous les jours, je réfléchis, je m'engage à travailler, même si ça doit être des B2B, pour que mes leaders, les leaders de l'opposition comprennent que je ne suis pas venu pour les remplacer. Je ne suis pas venu pour faire le champion devant le monde en les mettant en bas, mais je suis venu pour concilier tout le monde, pour qu'on puisse redéfinir la marche et savoir là où nous allons. Est-ce qu'ils n'ont pas quelque part raison, ces anciens dont vous parlez, est-ce qu'ils n'ont pas plus d'expérience en politique que vous? Peut-être les recettes que vous soulevez là ont été expérimentées déjà. Non, je ne pense pas. Et puis, il y a une différence entre expérience et compétence. Oui, ils ont des expériences, mais ces expériences ont conduit à quoi? Maintenant, nous avons besoin des compétences qui nous conduiront à une solution donnée. Et si vous voulez, c'est ce que j'ai aussi aimé par rapport à mon vécu aux États-Unis. Les gens parlent de compétences, ici on parle d'expérience et de diplôme. Mais vous pouvez avoir de mauvaises expériences. Et les expériences de nos aînés politiques sont là, oui, ils ont plus d'expérience que moi. Mais quel est le résultat de ces expériences? C'est ces milliers de Togolais dans les rues, sans emploi. Et c'est avoir des hôpitaux et qui sont des mouroirs au Togo, c'est ça? Ça conduit à cela? L'opposition n'avait pas le pouvoir. Donc, est-ce que vous pouvez lui imputer le diagnostic que vous êtes en train de faire? Non, il faut comprendre que le pouvoir, au fait, c'est la combinaison de ceux qui ont l'autorité de l'État et ceux qui ne l'ont pas. C'est cette combinaison-là qui permet de faire avancer le peuple. Mais si, par exemple, je suis au pouvoir et que j'ai une opposition qui bloque tout développement
et qui ne me permet pas d'évoluer. Oui, j'ai un pouvoir, j'ai le pouvoir d'imposition, mais ça ne permet pas de faire évoluer le peuple. Vous pensez que cela a été le cas? En quoi l'opposition togolaise a bloqué le développement? Je ne dis pas que l'opposition a bloqué le développement, mais je suis en train de vous dire aujourd'hui que le résultat est devant moi. Devant moi, j'ai des milliers de jeunes qui n'ont pas d'opportunité d'emploi. À qui la faute? C'est la faute à nous tous. C'est pourquoi je veux l'émergence d'un nouveau leadership qui va rassembler tous ces acteurs autour d'une nouvelle idéologie. Mais comment vous pouvez dire que c'est la faute à tout le monde alors que certains ont été, comment on dit, choisis pour exercer le pouvoir au nom des autres citoyens? Oui, et c'est comme si on dit aujourd'hui que nous avons un problème de sécurité à Lomé et que nous disons que si l'insécurité est grandissante, c'est la faute à l'armée. Alors que nous, les citoyens, nous avons également notre part de responsabilité. Donc c'est de la même façon, quand vous êtes au pouvoir, le peuple a aussi sa responsabilité. Donc nous avons tous, en tant que leaders, soit leaders de l'opposition, ceux au pouvoir, les sociétés civiles, diaspora, nous avons tous des responsabilités. Oui, mais donc, certains sont payés pour faire ce job. Les citoyens, eux, c'est la contribution qui est plutôt attendue d'eux. Non, je ne pense pas que faire développer un pays est la responsabilité unique de ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir doivent créer le cadre de développement. Mais la création de ce cadre a besoin de l'implication de tous les citoyens, de tous les acteurs, même des multinationales, des étrangers qui sont dans le pays. Mais il arrive à des moments où il y a des blocages politiques. Et quand il y a blocage politique, ça veut dire qu'il y a la levée d'un groupe contre un groupe. Aujourd'hui, oui, il y a un régime qui est au pouvoir. Mais si l'opposition autour de ce régime est d'une manière donnée et que le régime prend une stratégie qui bloque également ce développement, c'est pourquoi j'ai dit tout au début qu'il y a la coexistence de deux blocs politiques qui ont formé un plafond et qui ne permet pas le développement. C'est la relation qui existe entre les deux. Je ne jette pas le problème sur l'opposition ni sur le régime, mais c'est la relation qui les lie qui ne permet pas le développement. C'est pourquoi il faut... Tout le monde est coupable, comme a dit la chanson. La conférence des évêques du Togo. Oui, justement. On ne dira pas que tout le monde est coupable, mais tout le monde doit prendre sa responsabilité en main si nous voulons aller devant. Ça veut dire que vous êtes responsable aussi du diagnostic que vous faites? Oui, quand je parle du peuple, je suis émanant du peuple, oui, je suis responsable. Donc, malgré les efforts que vous dites avoir fait sur le terrain, vous vous sentez aussi responsable? C'est cette prise de conscience qui me permet de m'engager. Mais si vous êtes responsable en tant que citoyen, que chacun de nous devrait, si aujourd'hui on nous dit de manifester notre désaccord par rapport à une décision du régime et que nous allons casser par exemple des mairies, est-ce que nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe? Bon, quelque part, oui. Parce que, oui, on peut être en désaccord, mais il faudrait aussi revoir ses comportements. Donc, je pense qu'il est important que chacun de nous puisse comprendre aujourd'hui que nous ne sommes plus à l'étape d'identification de problèmes. Tout le monde sait que ça ne va pas au pays. Tout le monde sait qu'il y a des manquements au niveau du régime. Tout le monde qu'il y a des manquements au niveau de l'opposition. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour construire le pays? Les Togolais ont faim. Les Togolais ont besoin de nous. Les Togolais ont besoin des opportunités d'emploi. Tous les jours, les gens crient. Les gens meurent de faim. Les gens meurent dans nos hôpitaux. Les enseignants sont là sans soutien. Il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Mais si nous allons continuer à maintenir une opposition rigidement tendue en pensant que oui, nous avons raison et que l'autre a tort, on ne trouvera pas solution à ce Togo. C'est pourquoi la nouvelle vision dit qu'on doit voir la chose dans une nouvelle dynamique, avec une nouvelle approche, celle qui va concilier tous les protagonistes autour d'un programme de développement et non un programme politique qui cherche seulement un fauteuil présidentiel. Donc nous devons faire de tous les acteurs des partenaires de ce développement. Et c'est ce que nous prônons à travers notre engagement sur le terrain. Donc la multiplicité de candidatures à ces élections présidentielles ne vous inquiète guère, hein? Non, moi je dis la multiplicité au fait... On doit approcher la 15e candidature maintenant, 15e ou 16e candidature. Vous savez, ce que vous devez comprendre à travers ça, c'est qu'il ne faut seulement pas voir le côté négatif de certaines choses. Mais si je vois déjà qu'au Togo, il y a possibilité d'avoir 15-20 candidatures, d'abord, c'est une expression de la démocratie. Le peuple maintenant s'intéresse aux gens, à la chose politique. Ça, c'est un premier point. Un second point, ça exprime le fait que les gens veulent du changement.
un troisième point, ça voudrait dire que les gens comprennent que ce qui se faisait ne donnait pas solution. C'est pourquoi chacun de nous, à son côté, cherche à avoir un programme pour trouver la solution. Maintenant, c'est à celui-là qui pense qu'il a le meilleur programme, qui a le gros du boulot, parce que nous avons, oui, il y a la déclaration de l'intention de la candidature, c'est la première partie. Il y a le dépôt officiel de la candidature et puis il y a les candidatures retenues et autres. Donc, c'est le travail que nous devons faire autour des programmes que nous avons qui va permettre à certains de ces candidats de voir que oui, Kodjo Viton a un programme qui s'aligne avec ma vision et il a les atouts, les compétences pour le faire mieux que moi. Alors je vais aussi m'approcher de lui pour devenir un outil. Donc la multiplicité en soi n'est pas le problème. Mais il faudrait maintenant que nous, qui avons les meilleurs programmes ou bien qui ont des visions poussées et qui cherchent à concilier ce peuple pour trouver solution, nous puissions aussi convaincre 55 candidats à comprendre que oui, l'annonce de votre intention de candidature s'exprime par le fait que vous voulez un changement, mais voilà ce que nous apportons. Et si ça s'aligne avec votre vision, soyez ensemble avec nous pour qu'on puisse en faire l'outil essentiel pour trouver solution à notre pays. Docteur Ton-Aubin, votre mouvement n'a pas de représentation à la Commission nationale indépendante qui est chargée d'organiser la présidentielle de 2021. Est-ce que c'est un handicap sérieux ou vous n'avez que faire de cette place à la CENI? Non, d'abord, si nous sommes dans une démarche démocratique, nous voulons un pays juste, nous devons toujours jouer avec les règles du jeu. La dernière fois, j'ai rencontré la CENI dans mon engagement pour pouvoir comprendre un tout petit peu ce qui se fait, ce qui se prépare de ce côté. Et j'ai été informé, j'ai été rassuré quand même que, en tant que candidat indépendant, je ne peux pas avoir un représentant à la CENI. Et même au niveau des révisions des listes électorales et autres, on ne peut pas avoir des représentants que lorsque votre candidature est retenue. Donc là, c'est les règles de notre code électoral. Mais pour moi, je pense que ceux qui sont à la CENI également sont des Togolais comme moi. Ils veulent également le bien-être de ce pays, le mieux-être de ce pays. Donc, que je sois là-bas, que j'ai des hommes là-bas ou pas, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir un programme qui rassure tout Togolais, peu importe leurs appartenances politiques, de voir en mon programme un meilleur avenir pour notre pays, le Togo. Donc, moi, je ne suis pas très bousculé du fait que je n'ai pas quelqu'un à la CENI, parce que je me dis toujours que l'essentiel du combat, c'est l'esprit derrière les manipulations politiques. Mais qu'est-ce qui fait que cet esprit existe? C'est le fait que l'alternance que nous recherchons devient maintenant une arme d'un camp contre l'autre. Ce qui fait que ceux qui organisent sont souvent dans une optique de tout faire pour maintenir le pouvoir. Mais si notre avènement, si l'alternance que nous recherchons aujourd'hui rassure plutôt ceux-là, qu'ils auront même plus de liberté, qu'ils auront même plus d'opportunités, je ne pense pas qu'ils seront même forcés de faire quoi que ce soit et que quiconque est là en tant que Togolais jouera à la faveur du Togo et du bien-être de ce pays. Et donc, docteur Robin Ton, vous ne perdez pas votre temps à parler des conditions d'organisation des élections, la recomposition de la Cour constitutionnelle. Pour vous, ces débats, c'est un débat de seconde zone. Bon, je reconnais que c'est un élément important, mais ce n'est pas primordial pour moi. Parce que vous pouvez gagner avec la CENI et la Cour constitutionnelle actuelle. Actuelle, bien sûr. Bien sûr. Le pourquoi je le dis, c'est quoi? C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que même si nous plaçons des vidéocaméras dans les bureaux de vote et que les élections sont claires, limpides comme on le veut, la question que je me pose, c'est que est-ce que le résultat sera aussi clair? C'est que ce n'est pas seulement tout faire pour avoir les meilleurs procès-verbaux qui est le problème. C'est également prononcer la voix du peuple. Donc c'est important. Parce que si aujourd'hui, contre un régime qui a d'abord, qui constitutionnellement peut être encore candidat,
Et au premier point, il a l'armée derrière lui parce que nous avons formaté le peuple de croire que l'armée est l'ennemi de ce peuple. Du fait que le peuple s'unit toujours avec le régime en place. C'est pas normal. C'est normal, l'armée est toujours l'outil du pouvoir. Mais au-delà de ça, nous avons une peinture de l'armée comme ils sont là seulement pour faire mal au peuple, alors que ce n'est pas le cas au fait. Donc si nous avons un régime qui a l'armée, qui a les multinationales, et qu'il y a la communauté internationale derrière lui, la clarté des élections dans les urnes se joue comment? Donc moi je pense qu'il faut toujours essayer de rassurer ceux-là. Pour moi ils sont aussi fatigués, comme le peuple, à tenir ce pouvoir. Mais ils veulent laisser, mais le pouvoir ne se laisse pas à quelqu'un de ce genre comme ça. Et il faudrait quelqu'un qui a les potentialités d'un chef d'État pour prendre le pouvoir. Nous avons des multinationales qui ont investi des milliards dans ce pays. Mais si nous prenons des initiatives, faisons des démarches pour dire qu'à cause de la recherche de la popularité, voilà, celui-ci a signé un contrat de 30 ans avec tel régime, quand nous venons, nous allons couper ces contrats. Celui-ci a fait ceci, nous allons faire cela. Ça ne pourra pas rassurer les autres à vouloir participer à la recherche de l'alternance. Si nous avons une armée qui, dans sa tête, pense que dès que le pouvoir quitte ce régime, nous serons mal vus par la société et nous ne pourrons pas avoir les conditions de nous défendre, mais vous ne pouvez pas arriver à l'alternance. Si nous avons un pays où ceux qui ont le pouvoir, ceux qui doivent organiser les élections, pensent que la perte des élections, au fait, c'est un danger pour leur vie, la vie de leurs enfants et même pour leur existence dans leur pays, comment vous pouvez arriver à l'alternance? C'est pourquoi pour moi je crois que l'élément essentiel à faire, c'est de faire de tous ces acteurs des partenaires du développement en travaillant avec eux pour avoir une alternance qui rassure, une alternance qui est d'abord démocratique, et une alternance qui est pacifique et une alternance qui est aussi productive que l'on le souhaiterait. Oui. Vous avez évoqué le sujet tantôt, la candidature du président sortant Faure Gnassingbé. À vous entendre, c'est une candidature qui ne vous dérange outre mesure? Pas du tout, pas du tout. Moi, je joue avec les règles du jeu. Monsieur Faure Gnassingbé, selon les tests constitutionnels en vigueur aujourd'hui, peut participer aux élections. Mais s'il lui-même prend la décision de ne pas être candidat et qu'il pense que bon, c'est une mesure d'apaisement qui pourra aider ce pays le plus, tant mieux. Mais qu'il soit candidat ou pas, en 2020, Kodjo Victon serait le chef de l'État. Pourquoi? Parce que j'ai un programme qui rassure tout le monde. Est-ce que vous pensez aussi à un scénario à la Tshisekedi en RDC? Je pense à un scénario à la Togolaise, à la Kodjo Victon. Parce que nous ne pouvons pas toujours faire référence des autres pays. Il y a la spécificité du Togolais. Donc, je ne suis pas en train de négocier un scénario Tshisekedi, mais je veux le scénario qui peut faire évoluer mon pays. Peu importe le nom que vous lui donniez, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui nous attend. Il y a une jeunesse qui veut un meilleur pays. Il y a une jeunesse qui veut vivre pacifiquement dans son environnement. Il y a une jeunesse qui veut des opportunités d'emploi. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin. Essayons de construire l'économie de notre pays. Prenons en main l'économie. Mettons en application les ressources que nous avons pour que ça serve notre pays, le Togo. C'est tout ce que moi je suis en train de demander, peu importe le nom que vous allez lui assigner. Et donc, que pensez-vous à ceux qui font le combat d'empêcher un quatrième mandat du président togolais? Je crois que si nous sommes en recherche de solutions, il serait peut-être injuste d'évaluer, de juger quelqu'un d'autre. La solution n'y est pas encore. Donc tout le monde pense à sa stratégie. Mais c'est celui qui aura le résultat qui va démontrer que franchement ma stratégie était la plus gagnante. Donc s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui pense que oui, il faut empêcher le dépôt de candidature de Faure Gnassingbé et pense qu'il y a une stratégie qui pourra aider mieux, bon, ce que moi je vois là-bas, c'est que si vous voulez qu'il ne participe pas, est-ce que ça veut dire que le régime uni ne va pas être candidat? Bon, si c'est ça, est-ce que c'est une mesure d'apaisement ou bien c'est une imposition démocratique? Et si c'est une imposition démocratique, qu'est-ce qui justifie cela? Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est un faux combat. Si nous nous lançons toujours dans les combats des hommes contre des hommes, nous devons rassurer tous les acteurs qu'aujourd'hui, nous avons besoin de faire bas la terre,
de nous unir autour d'une idéologie qui porte à cœur, qui est portée à cœur par notre peuple. Partout. Vous l'avez dit, rassurer. Comment rassurer? Comment vous le faites? Avec quels outils? Avec quelle démarche? Déjà, quand vous voyez le programme que nous avons, quand vous voyez ce que nous partageons, la manière dont nous formons les jeunes sur le terrain, vous allez comprendre que nous ne sommes pas dans une dynamique de violence, dans une dynamique de dire que cette fois-ci, si nous ne prenons pas le pouvoir, nous allons tous sortir, nous allons faire ceci. Non, on ne fait pas de ce combat. Mais nous voulons quand même que le peuple togolais puisse s'accepter lui-même. Il y a tellement de divisions imposées par la politique dans nos communautés. Donc il faudrait que le jeune Togolais comprenne que celui-là qui est dans l'ANC, l'autre qui est dans l'UFC et l'autre qui est dans UNI, nous sommes tous Togolais. Et que nous devons plutôt penser à qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour assurer le quotidien du Togolais, pour assurer une sécurité du Togolais dans son environnement, pour encourager les Togolais à rêver et à réaliser leurs rêves. Nous avons des enfants. Nous voulons que ces enfants aient de bons avenirs dans notre pays. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre sur pied aujourd'hui qui va assurer cela? Donc c'est le langage que nous avons déjà, ça doit rassurer ces acteurs. En second point, quand vous voyez le modèle économique que je porte, vous allez voir que je fais de ce régime qui va bientôt partir un acteur de développement. J'ai besoin d'eux pour pouvoir faire asseoir la politique qui va m'amener la solution dans le temps prescrit pour que cette jeunesse sorte de la misère, de la galère. Nous avons un régime qui était là, qui est là, ça fait longtemps. Il y a des expériences, et que ce soit national ou international. Nous avons un régime où plusieurs d'entre eux ont des ressources, que ce soit intellectuelles ou financières. Mais si nous prenons le pouvoir aujourd'hui, nous devons faire de ces gens des financeurs des programmes d'emploi que nous avons pour que nos jeunes puissent trouver d'emploi. Mais nous n'avons pas à les chasser ailleurs avec leurs ressources. Ça fait une perte pour notre pays, le Togo. Donc si déjà ce régime voit que Kodjoviton a besoin d'eux pour pouvoir faire avancer son programme de développement, ils seront rassurés quand même que leur vie est importante pour celui qui vient. Donc c'est là même qu'ils vont voir que nous sommes en train d'être rassurés. Parce que si c'est seulement par signature de contrats et autres, tout le monde sait que dès que tu as le pouvoir, il y a des choses qui peuvent changer. Il y a les réalités du pouvoir. Mais quand même, le plan même de développement que j'ai, ce que je présente à mes jeunes frères togolais, c'est ce qui va donner vraiment un engouement, une lancée économique. Et je ne peux le faire sans pour autant mettre en application la contribution de ces leaders-là qui doivent quitter en 2020. Donc voilà certaines actions, certains actes que je pose sur le terrain qui doivent les rassurer. Et ça ne manque pas. Je chercherai toujours, comme je l'ai lancé, j'ai commencé à le faire depuis le lancement du plan national de l'alternance, à les rencontrer pour les expliquer les fondamentaux même de mon engagement. Donc voilà certaines stratégies, certaines actions que je mène sur le terrain pour les rassurer. Docteur Ton, une question, et je souhaite que vous me répondiez sans détour. Okay. Qui vous finance? Dieu. C'est simple. Le pouvoir appartient au peuple. Et nous savons que toute seigneurie est une émanation du peuple. Je parle quand on parle de des activités que vous menez sur le terrain, et quand je dis, des ressources financières. Quand je dis Dieu, ça veut dire que si aujourd'hui nous avons un programme à faire, voilà comment nous évoluons, nous avons un programme à faire. Mais nous lançons le programme et Dieu touche les cœurs des Togolais qui viennent vous dire, bon, je vous donne des bons d'essence, bon, je vous donne de l'eau, je vous donne des pure water et chacun de nous fait ce qu'il peut faire. Parce que la première ressource financière, c'est la capacité mentale, c'est ce désir de le faire. Parce que quand tu t'engages dans quelque chose qui est positif et surtout qui est fondé sur le bien des citoyens, je pense que le secours vient toujours de l'Éternel à travers quelqu'un. Donc voilà, je lance également l'appel à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui nous suivent, que si vous voulez nous aider à participer vraiment, à arriver à destination de ce projet, 92, 89, 73, 73. Non mais ça, vous faites de la publicité. Bon, c'est la question qui m'amène. Vous serez facturé pour... C'est la question qui m'amène à dire que les Togolais eux-mêmes, le peuple eux-mêmes s'investit dans l'engagement que nous avons pris. Ils reconnaissent que Kodjoviton, au fait, c'est leur
candidat, c'est leur représentant, c'est leur leader. Ils reconnaissent que Kojo Viton doit être supporté pour que ce qu'il a comme programme puisse bénéficier à toute la nation togolaise. Oui, donc c'est en cela que chacun de nous, de sa manière, ce que j'ai pu aussi économiser, tout ce qu'on a de gauche à droite, on arrive à faire ce qu'on est en train de faire en mettant en priorité les compétences que nous avons. D'autres pensent que vous avez derrière vous des lobbies qui ne sont pas clairs. Oui, c'est justement, j'ai eu beaucoup de ces questions à chaque fois pour penser que ce que vous avez est telle personne ou telle personne. Je vous rappelle, je vous rassure, aujourd'hui, nous n'avons personne, si ce n'est la foi que nous avons en l'appel que nous avons reçu et dans la mission dans laquelle nous nous sommes plongés. Donc aujourd'hui, je suis certain que plusieurs peuvent en faire l'idée que Kojo Viton est financé par tel ou tel, mais soyez rassurés. Je serai financé par le peuple togolais, par la jeunesse togolaise, par la femme togolaise, par la nation togolaise. Dès que chacun de nous comprendra que le programme que j'ai, ce n'est pas un programme seulement pour que je puisse aller m'asseoir dans un fauteuil présidentiel, mais c'est un programme qui permettra aux Togolais d'avoir un Togo de fierté, un Togo qui les offre des opportunités. Et c'est ce travail que je suis en train de faire tous les jours sur le terrain, partout, pour que le jeune Togolais sache que même si tu es un Zemi Djaman, tu peux payer le prix de ta fierté en contribuant à l'aboutissement de mon engagement pour 2020 et pour le Togo. Merci Aubin Kodjovi Akhenaton, président de Nouvelle Vision, Novi, candidat déclaré à la présidentielle de 2020. On va marquer une pause pour une édition de journal. On revient dans une dizaine de minutes pour aborder l'essence de votre plan pour l'alternance et voir si ce plan convient justement à la situation politique au Togo. À tout de suite pour la suite.